Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en ce mercredi 17 octobre sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous nous rendrons à New York où se déroulait la cérémonie de remise des prix de la branche américaine de la fondation Princesse Grace. De retour en principauté, nous reviendrons sur cette conférence qui avait pour thème la qualité de l'air à Monaco. Le Monaco Economic Board a organisé quant à lui une toute autre conférence autour des nouvelles routes de la soie. L'information est tombée samedi dernier. Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Nous l'avons rencontré. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre invité de la semaine. Il s'agit du collectionneur d'art africain contemporain Jean Pigozzi. Une partie de sa collection est exposée en principauté jusqu'au 15 novembre. Prenons la direction de New York où la princesse Charlène présidait le gala annuel de la branche américaine de la fondation Princesse Grace. Christina Tomel et Sylvain Peromal étaient sur place. Voyez leur reportage. Une soirée de gala qui s'est tenue ce mardi au restaurant Cipriani sur Broadway à New York et qui a rassemblé un parterre de célébrités. Fondée il y a 36 ans par le prince Régnier III en l'honneur de son épouse, la branche américaine de la fondation Princesse Grace, dont le siège est situé à New York, a pour vocation de refléter la volonté de Grace Kelly de son vivant. Aider de jeunes artistes talentueux, issus du monde du théâtre, de la danse ou du cinéma à accomplir leurs rêves. Cette soirée est importante parce qu'elle reconnaît, d'abord elle rend hommage au souvenir de la princesse Grace. Et nous sommes heureux que cette soirée soit sous le patronage de la famille princière et surtout de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Chaque année, depuis près de 40 ans, la Fondation offre ainsi des bourses d'études, d'apprentissage et de recherche à de jeunes artistes émergents afin de les soutenir dans leur démarche et dans la réalisation de leurs projets. Ce soir, il s'agit du gala de remise des prix 2018 de la Fondation Princesse Grace et nous sommes ravis d'honorer 22 artistes émergents du théâtre, de la danse et du cinéma. Tous ceux qui ont une belle carrière en devenir. Ils ont un fort potentiel qui leur servira afin de réussir leur carrière. Ce soir, nous avons honoré 2 jeunes talents. Nous les avions suivis à leur début et ce soir, nous les avons récompensés pour le travail accompli. Le soutien qu'on leur apporte est la preuve de l'excellence de leur réussite. Une soirée de gala qui a également été marquée par la présence de la petite fille de la princesse Grace, Pauline Ducruet, très émue de partager ce moment. C'est très émouvant d'être dans un si magnifique cadre et d'avoir des photos de ma grand-mère un petit peu partout. Je suis honorée et ravie d'être là. Moi-même, je suis dans un milieu artistique aussi, donc je comprends un petit peu cette fibre créative. Donc c'est important d'être là ce soir pour être là avec eux et pour les soutenir. Et si lors de cette cérémonie, 22 Princesse Grace Awards ont été remis à de jeunes artistes émergents, le prix Prince Régnier III honore quant à lui une personnalité du monde du spectacle. Et après le réalisateur James Cameron l'an passé, cette année c'est le comédien de la série Private Practice et Madame Secretary, le producteur Tim Daly, qui a reçu des mains de la princesse Charlène ce prix prestigieux. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix et j'en suis extrêmement fier. Cela fait 10 ans que je travaille au sein d'une organisation qui a pour but d'agrandir et de promouvoir les arts sous toutes leurs formes. Au sein de cette organisation, il y a une commission qui existe pour promouvoir justement les jeunes artistes à travers l'éducation, parce que nous pensons que tout un chacun doit croire en ses rêves. En plus de son travail en tant que comédien sur scène et à l'écran, Tim Daly préside aux États-Unis un organisme de défense des droits sociaux et politiques baptisé Creative Coalition. Un prix qui honore donc Tim Daly pour l'ensemble de sa carrière et pour ses engagements sociaux, mais qui est aussi doté d'une bourse de 25 000 $, une somme que l'acteur reversera à l'organisme de son choix. Une vente aux enchères a ensuite clôturé cette soirée dans le sud de Manhattan. Depuis 36 ans, la Fondation Princesse Grace a distribué près de 900 prix et ce n'est pas moins d'1 million de dollars qui est accordé chaque année par la Fondation pour soutenir le travail et les engagements de ces créateurs d'art vivant. La pollution de l'air est l'un des enjeux majeurs de santé publique. En principauté, le gouvernement a mis en place plusieurs actions pour assurer une bonne qualité de l'air. Cela passe par le contrôle, l'information et la réduction des sources de pollution. Les explications de Patricia Navarro.
Surveillance, information et réduction de la pollution sont les maîtres mots de la politique du gouvernement en matière de qualité de l'air. Il s'agit d'une question de santé publique majeure et d'un véritable enjeu actuel et futur. Cela concerne tout le monde et tout particulièrement les plus vulnérables comme les personnes âgées ou les enfants. Les sources de pollution sont principalement liées à la mobilité et à l'utilisation du chauffage au fioul. De nombreuses mesures ont été prises dans ces deux domaines et désormais, les navires utilisant du fioul lourd comme les bateaux de croisière vont devoir se conformer à de nouvelles règles. Depuis le 28 juillet, interdiction pour les navires qui viennent en principauté de Monaco, quel que soit leur pavillon, qu'ils soient à quai ou qu'ils soient amarrés dans les eaux territoriales maritimes de la principauté, d'utiliser du fioul lourd. Ou si jamais ils ont donc du fioul lourd, il faut une obligation de capter les fumées, de laver leurs fumées avec ces fameux scrubbers qui sont absolument obligatoires maintenant. Donc c'est deux options et c'est une grosse amélioration pour la qualité de l'air en principauté de Monaco, sachant que la principauté de Monaco est avant-gardiste là-dessus et est une des premières à interdire ce fioul lourd pour les navires de croisière. Pour parvenir à contrôler la qualité de l'air et permettre au grand public de prendre connaissance de l'indice quotidien, des capteurs sont installés un peu partout en principauté. Ce contrôle il est basé sur un réseau national de surveillance, un maillage du territoire, des stations normalisées, auditées pour justement qu'elles correspondent à des données qui peuvent être exploitées et comparables. Toujours le même but, recherché dans tous les réseaux de surveillance environnementaux. Et ces 5 stations pour la principauté qui sont installées sur le territoire et qui permettent d'avoir en continu les données de qualité de l'air sur l'ensemble des pollutions, des polluants. L'indice quotidien de qualité de l'air sera désormais consultable sur le portail internet du gouvernement avec les recommandations qui l'accompagnent. Il est d'autant plus important d'agir que chaque année 500 000 Européens meurent des conséquences de la pollution de l'air. Mais que l'on se rassure, à Monaco, depuis 1991, date de la mise en place du système de surveillance, la qualité de l'air n'a jamais été mauvaise. Retour à présent sur cette conférence consacrée aux nouvelles routes de la soie et ce à travers le prisme bien précis de l'économie. Ludovic Subran a décrypté ces routes qui impliquent des dizaines de pays. Le reportage de Sandrine Nègre. La Chine est à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui les nouvelles routes de la soie. L'économie de ces routes impliquerait 68 pays, plus de 4 milliards d'habitants et 62% du PIB mondial, car elles sont source d'intérêt pour une multitude d'États. Le Monaco Economic Board, la Jeune Chambre économique et Monaco Asset Management proposaient donc cette conférence afin d'obtenir plusieurs éclairages. C'est essentiel d'abord, et puis c'est une grande chance pour nos adhérents, pour nous, et je dirais même pour Monaco, d'avoir la chance, 3 fois par an, maintenant, d'avoir des économistes de très grand renom, de renom international, puisque Ludovic Subran est une personne qui fait presque 100 conférences dans le monde. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand nous étions à Astana, il y avait des réalisations qui étaient faites par la Chine en association avec le Kazakhstan dans le cadre de cette fameuse route de la soie. Donc elle est en train de s'étendre un petit peu comme une pieuvre en fait. En 2019, 117 milliards de dollars d'opportunités à faire sont déjà prévus, d'où l'importance et l'intérêt d'apporter ces informations aux entrepreneurs monégasques. Ces nouvelles routes de la soie sont aussi synonymes d'enjeux et de défis. Les nouvelles routes de la soie, c'est un projet du gouvernement chinois qui consiste à apporter 3 choses aux pays alentours. 1, l'opportunité d'être connecté au commerce mondial. 2, l'opportunité d'avoir des infrastructures. Et 3, le financement de ces infrastructures. Donc c'est un des grands projets du multilatéral. À un moment où les États-Unis semblent s'isoler du reste du monde, la Chine décide, elle, de s'ouvrir et de jouer la carte de l'influence avec ce projet, les nouvelles routes de la soie. C'est une plateforme de projets. Ça a déjà commencé. Alors ça commence par l'Asie du Sud, notamment le Pakistan. Ça commence aussi avec l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Les pays qui sont justement un petit peu plus à la peine, c'est les pays que la Chine a choisis pour commencer ces projets-là, commencer de construire des ponts, des autoroutes, des ports. Et donc en effet, c'est quelque chose de plusieurs décennies.
Une conférence qui a permis de mesurer combien aujourd'hui l'économie est pensée sur le plan mondial. Le Monaco Economic Board multiplie d'ailleurs les missions à l'étranger. Afrique, Londres et Dubaï figurent dans le calendrier à venir. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images. Elle avait été proposée pendant plusieurs mois sur les murs de la salle du quai Antoine Ier. L'exposition qui retrace les temps forts qui ont rythmé les 70 ans de la Croix-Rouge monégasque entre 1948 et 2018 fait aujourd'hui escale au centre de gérontologie Régnier 3. L'exposition est plus condensée. Les aînés ont pu commencer à découvrir de nombreuses photographies sur lesquelles figurent notamment les bénévoles qui se sont succédés au fil des décennies. Autre exposition, cette fois-ci au cœur de l'auditorium Régnier 3. Le Gemluc Art 2018 a été dévoilé mardi soir. L'occasion de présenter toutes les œuvres qui vont être mises en vente au profit du Gemluc et donc de la lutte contre le cancer. Cela fait 10 ans cette année que cet événement existe. Plusieurs prix ont déjà été remis lors de l'inauguration, les prix du jury, mais les prix du public seront eux dévoilés jeudi soir. N'hésitez pas à vous rendre sur place afin de découvrir pour la bonne cause ces œuvres réalisées par des artistes du monde entier cette année. Je vous en parlais en titre, l'on connaît depuis samedi dernier le nom du nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Émilie Rousseau a rencontré Thierry Henry ce mercredi au Yacht Club de Monaco. Il nous parle de ses objectifs et de ses motivations dans ce reportage. Samedi dernier, l'AS Monaco officialisait la nomination de Thierry Henry au poste d'entraîneur, synonyme du retour de l'enfant prodige en principauté. Rappelez-vous, Thierry Henry a grandement contribué aux heures de gloire de l'AS Monaco. On pense notamment au titre de champion de France obtenu en 1997. Devenir coach de son club formateur est un rêve qui devient réalité pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, comme il l'a développé lors de sa conférence de presse de présentation. C'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai marqué mon premier but. Première chance de pouvoir m'épanouir, de montrer ce que je savais faire, avec Arsène ici, et avec d'autres joueurs que j'ai revus il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, au camp d'entraînement. Mais c'est un club qui a bien sûr qui a une place dans mon cœur, bien particulière. À chaque fois, je regarde les résultats de Monaco depuis que je suis parti, donc ça ne changera jamais. Je suis un petit du centre de formation, quelque part. Maintenant, le petit a bien grandi, on est passé de l'autre côté de la ligne, donc j'espère que je vais pouvoir redresser la barre avec tout le monde ici, pas seulement le staff que vous voyez, les directeurs, le cuisinier, peu importe, on ne va pas citer tout le monde, mais il faut qu'on ait un projet commun pour pouvoir aller vers l'avant. Mais oui, cela va sans dire, je suis de retour où ça a commencé, c'est extraordinaire. Le champion du monde 98 va vivre en principauté sa première expérience d'entraîneur dans un club qui a donc lancé sa carrière. Un club qui est actuellement 18e au classement et qui a besoin de retrouver un équilibre. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Ça c'est sûr. Mais bon, la course est longue, il y a encore beaucoup de points à prendre et aussi beaucoup de points à perdre. Donc il va falloir beaucoup travailler pour pouvoir rattraper tout ça. Ça va être long, mais il va falloir apprendre sur le tas et le plus rapidement possible. Bien préciser, Régis, que nous n'avons pas fixé un objectif fixé à Thierry Henry parce qu'en étant 18e en classement, ça ne serait pas sérieux de fixer un objectif fixé aujourd'hui. À quelques jours de ses grands débuts à la tête d'une équipe, Thierry Henry et les dirigeants ont déjà les yeux rivés vers le prochain match des Rouges et Blancs. Une rencontre que l'ancien Gunner a dû préparer avec le retour au compte-gouttes des joueurs sélectionnés par leur pays. Raisonnablement, il faut déjà sortir de la zone rouge et penser à prochain match, comme l'a dit Thierry. Nous tous, on pense à Strasbourg et nous allons enchaîner match par match. On ne pense vraiment pas à la saison, on pense à sortir de cette situation délicate. Lors de sa conférence de presse, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco a tenu à saluer le travail de son prédécesseur, Leonardo Jardim, un coach qui, selon lui, aura marqué l'histoire du club de la Principauté. Il est l'heure à présent de retrouver notre invité de la semaine, le collectionneur Jean Picozzi.
Jean Pigotti, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Monaco. Merci. Vous êtes considéré comme le plus grand collectionneur d'art africain contemporain, on va dire. Est-ce qu'on peut revenir pour débuter au tout début, au début des années 80, quand vous avez décidé, comment est-ce que ça vous a pris de vous intéresser aux différents artistes africains? Alors j'ai commencé à collectionner quand j'étais très très jeune et j'avais une collection comme un mauvais dentiste de Maubeuge. J'avais un petit Warhol, un petit Klein, un petit ça, mais c'était complètement inintéressant. Mais j'étais très fier de ma collection. Et puis j'ai été à un show qui s'appelait Les Magiciens de la Terre, qui était à Beaubourg. J'étais le dernier jour à 4h30 l'après-midi avec les gardiens qui nous disaient avancez, ils voulaient aller au café. Et là, j'ai vu certains artistes africains comme Bodis Kingelez, Chéri Samba, Brouli Boabré, et j'étais complètement étonné et époustouflé. J'ai décidé de commencer ma collection comme ça. Donc le jour après, j'ai appelé Beaubourg en disant qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Et ils m'ont dit vous savez non, ça appartient à Canal+. J'ai dit, ah bon. Mais si vous voulez, vous pouvez rencontrer le curator qui s'en occupait. Alors j'ai rencontré André Magnin. Et j'ai dit à André Magnin, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il m'a dit, vous savez, mon rêve, ce serait de continuer. Donc André Magnin, pendant 23 ans, a traversé l'Afrique. Moi, j'ai jamais été en Afrique. Et ensemble, on a fait cette collection d'art contemporain africain. Donc c'est une belle collaboration. Ça a été extraordinaire. On s'est engueulé à peu près 7000 fois, mais le résultat était très bon et on s'est beaucoup amusé. C'était une belle chose. Voilà. C'est pas la première fois qu'on vous découvre ici, enfin qu'on découvre votre collection, une partie de votre collection à Monaco, puisque vous étiez déjà venu il y a quelques années maintenant pour Art of Africa. Oui. Il y avait une belle collection qui était exposée. Et ici, pour parler de cette exposition à la salle du quai Antoine Ier, vous avez voulu vous intéresser plutôt à la photographie. C'est la partie photographie que vous avez... C'est un bout de la photographie. On a appelé ça studio. C'est-à-dire presque toutes les photos ici ont été faites dans des studios. Et c'est un bout important de ma collection. Étant moi-même photographe, j'ai toujours été très intéressé par la photographie africaine. Et il y a très longtemps, dans un show à New York, il y avait une petite photo dans un coin. Il y avait écrit photographe unknown, Mali. Alors j'ai acheté le catalogue, j'ai fait une photocopie et je l'ai envoyé par fax à Paris. Et André Magnin avait 2 petits mauvais tirages comme ça. Alors il a été au Mali et pendant 4 jours il s'est promené partout dans la ville. Finalement on a dit mais tu sais il y a un vieux là-bas, oui, il faisait des photos. À ce moment-là il réparait des mobylettes. Et André lui a dit vous avez fait ces photos? Oui, j'ai fait ces photos il y a 20 ans, mais vous savez Et comme ça, on a commencé à travailler avec Seydou Keïta, qui est devenu un immense... On a travaillé beaucoup avec lui, on a fait des shows dans le monde entier. On avait un très très grand show il y a 2 ans à Paris, qui a fait plus de 120 000 entrées au Grand Palais. Maintenant, il a un show au Brésil, on a fait des dizaines de livres et tout ça. Donc il est présenté ici, et il est photographe, il est aussi bon que Penn ou que Avedon. C'est vraiment un photographe extraordinaire. Et il avait une particularité, c'est qu'il faisait une seule photo. Il était un peu radin, il faisait clic, et ce qu'il aimait beaucoup, c'est de louer des costumes. Alors les gens disaient, oh non, tes pantalons ne sont pas bien, il faut que tu mettes une montre, mets un chapeau, et à chaque fois c'était 1 franc. Et finalement, il arrivait à gagner beaucoup d'argent. Il disait, tiens, on devrait mettre une voiture. Alors il mettait sa voiture dedans, la voiture c'était plus cher. Et comme ça, les gens avaient l'air plus riches. Et après, ils envoyaient leur village en disant, regarde, je suis habillé comme un banquier, je suis habillé comme un flic, je suis habillé comme ça. Et ça, c'était le travail. Il a été un photographe extraordinaire. Il a aussi fait une autre chose, il faisait très attention aux mains. Et si vous regardez les mains, il faisait très attention comment les gens posaient avec leurs mains. Et les résultats sont tout à fait extraordinaires. Et la chose intéressante, c'est que lui, il faisait des tout petits tirages, mais la qualité de ses négatifs était tellement extraordinaire qu'on a pu faire des très grands tirages. Et quand il est arrivé à New York, il était complètement abasourdi de la beauté de ces grands tirages qu'il n'avait jamais vus avant, parce qu'à Bamako, le laboratoire faisait des tirages comme ça. Donc il était tellement content et tout ça. Donc collectionneur, mais aussi détective et surtout découvreur de talent. Oui, on a fait un peu de tout, vous savez, parce que maintenant, quand on a commencé il y a 30 ans, il n'y avait pas d'Internet.
Ça devait être bien compliqué pour rien que discuter avec André Magnien. Il n'y avait pas de portable. Il y avait le fax. Okay, alors le fax, on mettait, ça passait pas et tout ça. Donc ça a été vraiment. Mais c'était aussi intéressant du côté des artistes qui eux-mêmes ne connaissaient pas ni Picasso, ni Renoir, ni rien, parce qu'ils étaient. Moi, ce que j'ai aimé dans cette collection africaine. C'est ce qui vous a plu, peut-être aussi, ce côté pas touché par l'Occident. Ils n'étaient pas peut-être pollués par tout ça. Alors maintenant, évidemment, ils connaissent tout. Mais quand on a commencé, ils connaissaient très très peu de ce qui se passait dans le monde occidental. Et c'est ça ce qui m'a vraiment intéressé. Vous avez d'autres anecdotes en particulier comme ça, assez surprenantes sur des artistes Par exemple, Sidibé, qui est un autre... Seydou Keita nous a dit « Oh, tu sais, il y a un petit jeune qui faisait des photos dans les nightclubs et tout ça. » Donc on a trouvé Sidibé qui avait genre 12 ou 15 ans. Et il avait fait des photos des jeunes avec des pattes d'éléphant, des jeunes avec James Brown en train de tenir des disques et tout ça. Donc on a trouvé ces photos qui ont été tout à fait extraordinaires. Et on a une grande collection. Le pauvre, il est aussi mort il y a à peu près 2 ans, mais lui aussi était devenu une grande star. Si André et moi, on n'avait pas découvert ces 2 photos, ils auraient disparu. Et grâce à notre travail, on a pu les montrer dans le monde entier. Maintenant, c'est devenu des grandes stars. Donc là, ici, sur cette exposition, on a donc essentiellement des photographies. Ce sont des chefs-d'œuvre, mais ça permet également de raconter aussi l'histoire, la culture africaine. C'est des tranches de vie, parfois. Par exemple, si vous regardez les photos de Sidibé, le Mali venait d'être libéré. Et ils étaient très intéressés par ce qui se passait par les yéyés, par James Brown, par tout ça. Donc ces jeunes, à cette époque-là, étaient très gais. Alors ils allaient le samedi soir dans des boîtes de nuit, et le dimanche ils allaient au bord d'une rivière. Il y a une photo extraordinaire, un garçon et une fille avec une pierre, ils posaient, et le dimanche ils allaient à la plage et tout ça. Donc c'était des gens, ils étaient très gais et très de bonne humeur. Et je crois que c'était à ce moment-là où le pays était assez prospère, donc il n'y avait pas de guerre civile, il n'y avait pas de... Il y a eu une tranche de 10 ans où tout se passait. Maintenant c'est un peu plus compliqué, mais enfin, il y a eu 10 ans où les choses étaient nettement mieux. Comment est-ce que ça s'est passé, cette collaboration ici à Monaco? J'ai aucune idée, parce que vous savez, on fait tellement d'expositions, on nous demande. Par exemple, maintenant, on en a une à Rio, on a une grande exposition au MoMA, avec un artiste qui s'appelle Bodis Kingelez. Donc on nous demande tout le temps, et j'ai une grande affection pour Monaco, parce que j'ai une maison au Cap d'Antibes, et je suis ami du prince et de la princesse Caroline depuis des années. Et évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Et j'étais aussi intéressé. On n'a jamais fait une exposition comme celle-ci avec 8 ou 9 photographes. On a fait toujours un photographe ou 1 ou 2 photos. Et quand on m'a dit, oh non, tu sais, on va montrer plusieurs photographes en même temps, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit oui tout de suite. Justement, que va pouvoir découvrir le public ici? Peut-être les gens connaissent un peu Seydou Keita, mais je vous assure que Odje Kéré, par exemple, celui-ci, ils ne le connaissent pas. Ou Paramount ou 3Z, ça ils ne les connaissent pas. Donc il y aura vraiment des choses à découvrir. Et on a aussi amené des vintage, qui sont vraiment des tirages d'époque qu'on ne montre jamais, parce qu'ils sont tellement fragiles. Mais on a décidé de les amener ici. Donc je crois que le public va voir des choses qu'ils n'ont jamais vues avant. Et il n'y a pas vraiment de livres. Il y a quelques livres, mais très peu. Donc je crois qu'ils vont voir des choses assez extraordinaires. Merci beaucoup, Jean Pigotti. Merci. Et je vous propose tout de suite de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, un temps encore assez mitigé. La preuve, beaucoup d'alternance dans le ciel, du soleil, mais aussi l'arrivée progressive de nuages, y compris de nuages pluvieux. Vendredi, le soleil devrait parvenir à s'imposer tout au long de la journée. Bonne nouvelle donc pour l'ouverture de la foire attraction sur le port. Samedi, retour des nuages, mais pas de menace de pluie. Température comprise entre 18 et 22 degrés. Prévision similaire pour dimanche, légère brise en plus et quelques degrés en moins du côté du Mercure. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite un magazine consacré au parc naturel des Alpilles Maritimes. Il est signé Patricia Navarro. À très bientôt sur Monaco Info.